Je vous propose qu'on démarre, même si on a 2-3 minutes d'avance. Les suivants arriveront. Donc voilà, nous sommes là pour parler de la profession d'architecte. Moi je suis béotien, peut-être encore plus que vous, donc je suis uniquement là pour passer la parole, animer. Donc je dirige le groupe scolaire Fénonça de Paris à Paris. Je vais laisser mes deux voisins se présenter et puis ensuite on commencera à parler de la formation, comment on peut rentrer dans une école d'architecture, des débouchés, et puis après on se gardera un long temps pour vos questions de manière à pouvoir le mieux possible répondre à vos interrogations. Voilà, je vais céder la parole à M. Picon. Alors, oui, voilà, pour se présenter. Oui, donc, bonjour, je suis Louis Picon, je suis architecte et je suis enseignant donc, à l'INSA de Strasbourg, au département d'architecture de l'INSA de Strasbourg, qui est une des petites écoles. Voilà. Bonjour, alors je suis architecte, diplômé par le gouvernement, qui est un diplôme qui déjà fait partie de l'histoire, puisque maintenant ce n'est plus décerné. Je suis enseignant dans une école d'architecture Paris-Val de Seine, qui est dans près de la grande bibliothèque, là, boulevard Masséna, sur les quais Panhard et Levasseur. Et j'exerce la profession d'architecte architecte indépendant. Voilà, on a mis aussi que j'étais ex-général de la Société française des architectes. La Société française des architectes, c'est une société dite savante, une association culturelle pour l'architecture et les architectes, dans laquelle vous pouvez gratuitement d'ailleurs, en vous renseignant, assister à des conférences que nous organisons. Ça, si l'architecture vous intéresse, c'est le moment de vous précipiter. Voilà, alors ex-secrétaire général, j'étais vice-président, enfin, etc. Le président, à un moment donné, un peu trouble. Et voilà. Ok, ben voilà, je me suis présenté. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être première question que vous vous posez. Il faut être dans quelle série pour pouvoir rentrer? Comment on fait pour rentrer dans les écoles? Qu'est-ce qu'il faut? Un dossier, un examen, voilà. Donc, je ne sais pas qui commence à répondre. Alors, je vais peut-être juste, donc, avant de poser même la question de savoir comment on rentre dans les écoles, c'est juste le panorama des écoles. Hein, déjà en France, donc on a 20 écoles nationales supérieures d'architecture qui sont donc les écoles qui forment 90% des architectes en France, qui donc dépendent du ministère de la Culture. Et puis il y a deux autres écoles, une qui est une autre école publique, qui est l'INSA de Strasbourg, auquel j'appartiens, et qui est une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui forme aussi des architectes. Et puis il y a une 22e école, qui est l'école spéciale d'architecture, qui est une école privée basée à Paris. Voilà. Bon, bah tout est dit. Qu'est-ce que je dois dire, moi? Ah oui, voilà. Alors, comment entrer et pourquoi y entrer, peut-être aussi. Oui, peut-être. Savoir qu'est-ce que vous recherchez en voulant être architecte. Est-ce que j'ai essayé de résumer un métier très complexe. Le métier d'architecte consiste à imaginer et concevoir des espaces au service du plus grand nombre quand il s'agit de logements, d'entreprises et d'industriels, et puis de l'État, puisqu'il y a aussi quand même beaucoup de construction pour l'État. Voilà la majeure partie des commandes. Ils font aussi parfois des gros aménagements territoriaux. Ça leur demande parfois un petit complément dans les études, vers l'urbanisme, l'aménagement territorial, enfin il y a tout un tas de filières qui permettent d'en savoir un peu plus, même s'ils sont aptes dès leur diplôme à le faire. C'est pas toujours évident, c'est assez complexe. Les formations, donc vous le savez, je pense, c'est comme maintenant partout, c'est 5 ans. Vous faites, une fois que vous avez votre diplôme d'état d'architecte, vous faites 1 an de HMO, habilitation à la maîtrise d'œuvre, à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est 1 an de formation dans une agence, plus des cours délivrés par des professionnels de tous horizons, assurance, contrôle, bureau d'études, avocats et architectes et ingénieurs.
c'est une habilitation à exercer, donc quand on veut s'inscrire à l'ordre des architectes pour pouvoir signer ses œuvres. Voilà. On n'est pas obligé d'exercer le métier en tant que profession libérale. C'est évidemment une voie royale, entre guillemets, mais ce n'est pas la seule. Il y a des choses très intéressantes à faire en tant que conseil auprès des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui financent les constructions, hein, les clients, comme on dit. Donc les grosses structures ont des services d'architectes qui travaillent avec les architectes à qui sont confiés les ouvrages pour bien affiner, on va dire, les choix programmatiques, voir si c'est bien, si la réponse est bien pertinente, etc. Donc c'est une sorte de contrôle interne, on va dire. Il y a aussi, bien évidemment, des carrières publiques dans les collectivités territoriales, où beaucoup d'architectes sont employés en tant que titulaires ou consultants, c'est-à-dire qu'ils viennent pour une demi-journée ou une journée, qui passent dans des villes un peu plus modestes, qui n'ont pas les moyens d'avoir un service d'architecture complet, voire même en appoint d'un service permanent. C'est assez intéressant parce qu'on peut suivre, comme c'est dans le temps, on peut suivre l'évolution de projets urbains, de décisions qui se mettent en place progressivement et qui sont à mener jusqu'au bout avec le temps, avec des investisseurs différents. Et voilà. Il y a des carrières dans la fonction publique d'État aussi. Ce sont les urbanistes d'État, c'est un concours qui est ouvert aux architectes essentiellement, ce sont des gens qui conseillent effectivement l'État dans les ministères, auprès des différentes délégations régionales, etc. L'État dans ses activités de construction, d'aménagement, etc. Il y a aussi les carrières d'architectes du bâtiment de France, et je vais les regrouper avec les architectes des monuments historiques, parce que c'est un petit peu la même filière pour se former. C'est un petit peu particulier. On se forme une fois qu'on est diplômé, parfois avec un peu d'expérience, un petit concours d'entrée, mais bon, c'est pas un concours très difficile parce que c'est aussi une formation pointue et longue, encore 2 ou 3 ans, je crois, pour obtenir le diplôme de l'école de Chaillot, l'école des monuments historiques et bâtiments anciens, qui vous permet de passer ensuite un autre concours, donc les concours de la fonction d'État, pour être architecte des bâtiments de France. Là, on vous confie un certain nombre de bâtiments éventuellement sur l'État, ou bien évidemment tous les secteurs environnant les monuments historiques. Il y a un rond à faire de 500 mètres autour d'un monument historique, et on vous dit, voilà, vous allez essayer de gérer le paysage urbain en fonction de l'importance et de la qualité de ce bâtiment, qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la perspective directe d'une église, d'un château, une petite maison, voilà. Et puis l'architecte des monuments historiques, lui, on lui confie les bâtiments historiques. Donc le Louvre, les églises en question, voilà, ce sont des carrières, voilà. Donc il faut extrêmement bien connaître, c'est très particulier, les façons de faire et les manières de faire de la construction de l'époque où ça a été réalisé, pour pouvoir effectivement les entretenir, les reconstruire parfois, en tout cas, en faire aussi des adaptations modernes, ça arrive. Et puis il y a quelques carrières dans l'enseignement aussi. Enfin, ça, c'est pas un but de faire archi. Qu'est-ce qu'il faut être qu'est-ce qu'il faut avoir envie d'être, hein? Il faut être un petit peu curieux de beaucoup de choses. L'architecture s'adresse pas uniquement aux matériaux de construction et à la composition artistique d'un joli bâtiment. Hein. Il faut savoir manipuler, si je peux dire, c'est pas le bon terme, je l'efface, merci de le faire, et savoir jouer avec les facteurs sociaux et sociétaux. On est dans une société, on agit en tant que tel sur des commandes publiques, souvent, même sur des commandes privées. Il y a des facteurs sociaux, il y a des engagements sociétaux, il y a un certain nombre de choses à comprendre dans les mécanismes. Il faut connaître un peu l'histoire aussi. C'est quelque chose d'important. Le marché aujourd'hui, c'est beaucoup de la rénovation, de la réhabilitation de bâtiments anciens.
dans des quartiers, avec justement, comme je disais tout à l'heure, des gens spécialisés qui vous surveillent de près. Et donc il faut aussi connaître beaucoup de choses pour pouvoir agir là-dessus. Voilà, donc il faut être très sensible à l'histoire de l'architecture, des arts. Vous avez des expositions magnifiques en permanence à l'Institut français d'architecture, Palais de Chaillot, Cadéro, là. Allez-y, il y a une très belle exposition encore pour quelques temps sur les arts déco. Ça vaut le coup de comprendre la charnière entre une époque classique et une époque moderne, c'est pas mal. Voilà, quand on fait archi, c'est intéressant. Et puis, être aussi sensible à tout un tas d'enjeux qui sont de temps en temps, qui passent aussi par l'économie. Désolé, ça coûte beaucoup d'argent, des fois, les bâtiments. Il y a des enjeux importants, des villes investissent énormément, des clients privés aussi, et il faut être assez souple dans la manière de gérer les projets. Donc être curieux, être sensible, savoir. Je vais répondre tout de suite à une question que vous pose tout de suite, récemment, dès le débat, c'est faut-il savoir dessiner, faut-il être bon en maths, faut-il être ceci, être cela. Alors, non, il ne faut pas savoir dessiner avant. Il y a des formations qui existent pour rentrer dans les écoles d'architecture. Vous n'êtes pas censé savoir ce qu'est l'architecture avant d'entrer dans les études. Par conséquent, ce n'est pas tellement le profil de gens formatés par des cours plus ou moins privés qui sont organisés pour que vous deveniez plus savant qu'un architecte avant de commencer vos études. Ça n'est pas utile. Les concours organisés dans toutes les écoles, ce ne sont pas des concours d'ailleurs, ce sont des modes de sélection. Il faut savoir qu'il y a 4000 dossiers pour quelques centaines de places, voire même une centaine dans certaines écoles dans Paris. Donc évidemment, vous faites 4000 dossiers, à moins de tirer au sort, ce qui statistiquement n'est pas plus stupide qu'un examen de contrôle. il y a un delta très faible, c'est assez étonnant. On a fait des études là-dessus parce que nous, dans notre école, c'est une des plus grosses de Paris, on a plus de 4000 dossiers. Donc on a des entretiens. Il y a un petit dossier, vous venez avec deux, trois choses que vous avez envie de montrer, vous discutez avec deux enseignants de l'école, et en fait c'est votre motivation qui est appréciée. Un peu de culture générale bien sûr, mais c'est pas très grave, on ne vous en voudra pas si vous confondez le Corbusier avec Stevens, c'est pas grave. Mais si vous êtes par contre sensible, attentif, éveillé, on vous voit curieux, très motivé, avoir envie de faire des choses, c'est quelque chose qui sera repéré. Chaque école a mis au point son système, on va dire, sauf l'école, là, mais il vous l'expliquera tout à l'heure, je ne vais pas lui griller son travail. Chaque école a mis au point son système, il y a des visites de lieux, puis on vous pose des questions ensuite, il y a un conférencier, puis on vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, ou un truc comme ça. Bon, chacun a fait un petit peu sa manière de faire qui lui semble la plus démocratique ou fidèle à un engagement par rapport à des engagements que nous avons vis-à-vis de la formation des architectes. Donc pas de panique. Est-ce qu'il faut être bon en maths? C'est pas mauvais d'être pas mauvais en maths. Hein. Vous aurez des cours de maths. Vous aurez des cours de géométrie descriptive, vous aurez des cours de géométrie, vous aurez un peu de géométrie analytique, vous ferez 2-3 trucs comme ça, vous ferez de la perspective, qui est une forme de géométrie particulière aussi. Et donc, il faut avoir un esprit de logique et d'analyse, mais ça fait partie du métier. Tous ces outils-là sont des outils qui sont absolument nécessaires, quasiment au quotidien. Donc, il faut quand même un petit peu que vous les maîtrisiez. Voilà. Mais on ne vous demande pas de préparer un concours dans les grandes écoles. Faut-il être bon en français? La réponse est oui, quand même un peu, parce que vous allez beaucoup écrire pendant vos études. Vous allez beaucoup rédiger, et puis pendant vos études et après. Vous faites des rapports, des comptes rendus, des trucs d'analyse, des recommandations. Voilà, il faut savoir manipuler un petit peu le français, sans faire trop de fautes d'orthographe évidemment, mais en plus avoir un phrasé qui soit clair, précis, non pas d'être Proust non plus. Et puis, faut-il être un peu technicien? Ben oui, il faut être un peu technicien. Il ne faut pas refuser. On n'est pas là.
le problème de l'architecte, c'est que ce n'est pas un artiste pur, on va dire, comme le peintre, le sculpteur, etc., bien qu'il ait des problèmes techniques parfois assez importants. Mais là, par définition, il faut construire ce qui est dessiné sur un... Donc il faut aussi savoir un petit peu comment les éléments se posent les uns sur les autres, quelles sont les résistances des matériaux, la mécanique un petit peu. On ne vous demande pas d'être ingénieur, mais on vous demande d'être capable un peu de comprendre les grands principes généraux que vous évoque l'ingénieur, parfois même de les devancer, de faire des propositions. Et l'ingénieur va travailler avec vous pour voir si l'idée que vous développez effectivement est réalisable, avec quels matériaux, peut-être faudrait-il rajouter ceci, etc. Voilà, donc, et tous les profils sont intéressants. Si vous venez du secteur, si vous n'êtes pas d'un bac général, vous avez votre place dans une école d'architecture. Il faut aussi le dire, ce n'est pas une formation qui est réservée à des bacs scientifiques ou des bacs généraux pour élargir un peu. Vous pouvez venir d'autres horizons, les filières professionnelles sont souvent même assez appréciées. On voit des gens motivés, c'est même quelque chose d'assez intéressant. Et donc aussi, il y a un panachage dans une école de ce fait-là. Vous allez avoir des camarades qui viennent d'horizons différents. Beaucoup viennent du bac général, plutôt scientifique d'ailleurs. C'est les statistiques qui le veulent. Mais plein de sensibilités différentes. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà. Donc c'est un métier très complexe, comme vous pouvez le comprendre. Je vais passer la parole à... Alors, ce que je peux rajouter, effectivement, c'est, ce qui vient d'être dit, c'est que le métier d'architecte balaye, supervise énormément de domaines. C'est-à-dire que quand vous êtes en charge de la construction d'un bâtiment ou d'un aménagement d'un espace public avec plusieurs bâtiments autour, on a effectivement toutes ces questions qui vont à la fois des techniques de construction, de comprendre le fonctionnement d'un groupe humain, puisqu'on organise les espaces pour que les hommes vivent et vivent bien dans cet espace-là. On a cette notion d'économie qui est permanente, présente. Hein. On a des budgets à respecter et à organiser, donc il faut être toujours en prévisionnel de ce que l'on dessine. En fait, quand vous dessinez un trait, c'est-à-dire quand on parlait du dessin, l'architecte, en fait, n'a pas besoin forcément d'être un... Il y a eu un temps où l'architecte devait être quelqu'un qui savait parfaitement dessiner. Il y avait ces fameux Grands Prix de Rome, il y avait des concours où le dessin était important. Aujourd'hui, le dessin, en tant que valeur du dessin, n'est pas forcément la chose la plus importante, mais le dessin est un outil de pensée qu'on apprend justement dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire qu'on apprend à penser avec le bout du crayon. Aujourd'hui, un architecte travaille devant un ordinateur, tous les plans sont faits sur ordinateur, mais en permanence, il a un petit bout de papier, et il crayonne. Il crayonne parce qu'en même temps qu'il crayonne, il a sa pensée dans l'espace qui se met en place. Et quand on dessine un petit trait, quand on gribouille un petit trait, c'est même pas un dessin, c'est un gribouillis des fois. Ce petit gribouillis, il est porteur d'une structure, il est porteur d'un fonctionnement, il est porteur d'un coût. C'est-à-dire qu'on arrive, donc en fait c'est une formation qui est assez complexe, puisqu'il faut arriver à faire la synthèse en permanence de toutes ces données-là. Et quand un architecte dessine un trait, il a derrière lui beaucoup de choses qui sont dites dans ce trait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté de ces études, c'est d'apprendre progressivement à la fois à penser dans l'espace, donc penser en 3D, d'avoir cette capacité à visualiser à partir de documents qui sont toujours en 2D, de penser l'espace et de le penser avant les autres dans l'espace. Et en même temps qu'à chaque fois, ça soit porteur de plein de données qui sont extrêmement techniques ou réglementaires, économiques, etc. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités des études d'architecture, c'est d'apprendre à faire cette synthèse en permanence de plein de données. Dans un métier qui est extrêmement réglementé, puisque comme un bâtiment, ça coûte très très cher, en gros le terrain de jeu, entre guillemets, des architectes, on joue avec beaucoup d'argent. Un bâtiment, ça coûte cher, donc on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc on est extrêmement encadré, il y a énormément de réglementation, et on doit arriver malgré tout à dépasser la simple résolution d'une construction. Un architecte, c'est pas simplement quelqu'un qui sait construire, ou quelqu'un qui sait organiser les espaces, ou quelqu'un qui sait résoudre tous les problèmes de réglementation.
Une fois qu'il a résolu tout ça, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est la qualité des espaces, c'est faire la qualité de la ville. Et cette formation-là, elle est spécifique. Et le métier d'architecte est encadré par une loi, qui est la loi sur l'architecture, dont le premier article dit l'architecture est d'utilité publique. Et ça, d'intérêt public, et d'intérêt public. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un architecte va répondre à une demande d'un client, qu'il soit privé ou public, il va répondre à la question qui lui est posée. Faire une école, faire une maison, construire un immeuble de fonds collectif. Mais il a, au-delà de cette question, et donc la réponse directe à son client, il a aussi une responsabilité vis-à-vis de la société, de faire en sorte que le bâtiment qu'il crée, l'espace public qu'il est en train de créer, participe à l'évolution d'un environnement, de ville, de paysage. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, le rôle de l'architecte, c'est à la fois répondre à la question et en même temps savoir la dépasser pour pouvoir être dans un mouvement global de notre société. Donc ça, c'est des choses qui sont longues à appréhender. C'est pour ça que c'est des études qui sont sur une base de 5 ans. Et souvent, les étudiants ont besoin même de faire une césure, de pouvoir maturer un peu toute cette grande diversité de formations. Alors, je vais juste encore... Non, j'ai oublié. Alors, peut-être, voilà, on a vu qu'il y avait 20 écoles d'architecture plus 2, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce qu'il y a des différences entre ces écoles, des différences que dans l'une on devient plus architecte comme Céline, comme dans l'autre autrement, et si oui, comment s'y retrouver parmi les 20 suivant qui on est? Globalement, par rapport à cette question, toutes les écoles qui sont habilitées en France à décerner un diplôme d'architecte le sont selon un décret de base du ministère de la Culture qui définit le cadre dans lequel les études d'architecture doivent être faites. Donc, il y a un certain nombre de champs disciplinaires qui sont obligatoirement abordés. Il y a un certain nombre d'heures et de face-à-face étudiants enseignants qui sont imposés et globalement toutes les écoles, quelles qu'elles soient, doivent avoir répondu à cette exigence pour avoir le droit de décerner un diplôme d'architecture. Donc à la fin, tout architecte diplômé d'une école d'architecture en France s'appellera architecte au même titre qu'à d'autres. Et en plus de tout ça, c'est un autre niveau, il y a un niveau européen aussi de reconnaissance des diplômes entre pays et États membres de l'Union européenne, qui a aussi ses exigences qui sont à peu près les mêmes que celles du ministère de la Culture en France. Mais donc, ce qui veut donc dire qu'il y a à la base toute formation, tout architecte qui sera sorti d'une école en France, mais même en Europe, quand deux architectes issus de deux écoles différentes, de deux pays différents, ils vont parler ensemble, ils vont quand même parler exactement la même langue. Ils seront architectes. Ça, c'est le cas général. Après, chaque école le fait d'une façon différente, avec un certain nombre d'habitudes, d'histoires, de moyens. Il y a des grandes écoles, des petites écoles, il y a des rythmes qui sont... Certaines choses se font avant et d'autres après. Après, c'est l'histoire de... Chaque école, effectivement, va avoir une sensibilité différente. Mais au bout du compte, tout le monde sort architecte. Je crois que c'est... Oui, la qualité de la formation assure évidemment, puisque l'article 1, c'est l'architecture d'intérêt public, les écoles sont censées former des architectes dignes de ce nom à leur sortie. Alors évidemment, l'enseignement du projet architectural, c'est ce que moi j'enseigne, il y a d'autres architectes qui enseignent aussi des matières plus historiques, artistiques, etc., voire techniques, mais l'enseignement du projet architectural, vous avez compris peut-être déjà, impose une réflexion un peu sur le monde, la société, les formes d'expression, les styles, les genres, voilà. Et il y a des écoles, quoi, il faut le dire. Et certaines écoles d'architecture sont un petit peu issues, modestement, il faut quand même le dire, mais un petit peu issues de
ces manières de voir, de penser, d'agir dans ce monde de l'architecture. Vous avez Marne-la-Vallée qui s'appelle l'école des territoires, architecture et territoire, qui est évidemment bien plus orienté vers tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'urbanisme, etc. Vous avez Belleville, qui est une école qui est issue de toute une filière d'architectes de renom, dont Siriani, qui est un de ses fondateurs, qui vous emmène dans une forme architecturale bien particulière, on va dire cousine germaine et héritière du mouvement moderne. Et puis vous avez notre école qui est, elle, beaucoup plus issue des traditions des beaux-arts, avec les ateliers, etc., mais qui ont énormément évolué depuis, évidemment, où on se revendique, entre guillemets, un peu plus professionnalisante. Mais tout ça, c'est des tendances, hein, c'est des couleurs, des teintures même. C'est quand on est au-delà justement du minimum requis, on commence à aborder des sujets qui sont un petit peu plus affinés. Hein, le style d'écriture, on l'atteint, la composition musicale, pour ce, il faut d'abord savoir jouer d'un instrument, maîtriser les arrangements, etc. Puis à un moment donné, on dit tiens, cette telle musique me plaît, je vais l'essayer, je vais la faire, je vais essayer d'évoluer là-dedans. Donc c'est un petit peu la même chose. Et des fois, ça prend des tonalités belliqueuses, mais c'est marrant. C'est marrant. Voilà. Donc, à propos aussi des responsabilités, c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'en dehors de celles que tu évoquais, qui sont des responsabilités de citoyens finalement, il y a aussi les responsabilités de citoyens acteurs de sa profession qu'il faut aussi signaler. C'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup de responsabilités de droit civil dans ce métier, et c'est pas être peintre, la responsabilité se limite à dépenser un peu trop d'argent pour une œuvre et qu'elle ne plaise pas. Être architecte, c'est beaucoup d'argent, elle ne peut pas plaire. Enfin bon, on travaille beaucoup en amont, donc ça peut se corriger. Mais il faut malgré tout construire dans les règles de l'art, les normes, etc. Et il y a, je crois, 750 000 références techniques, tandis que celui qui en connaît 10% correctement est déjà extrêmement savant. Plus 2-3 codes, hein, le code de l'urbanisme, le code civil, bien évidemment, le code de la construction, le code du travail, j'en oublie certainement. Tout ça, ça nous intéresse, pas toutes les pages, hein, mais pas quelques. Voilà. Donc il faut aussi savoir ça. Hein. C'est pas un métier qui est complètement libre d'expression. Hein. Il est justement protégé par un ordre des architectes à cause de ça, de ses responsabilités. La mission de l'ordre des architectes, si vous donne la carte de l'architecte libéral, c'est de s'assurer que les architectes sont bien formés, bien évidemment, et garantissent bien à leurs clients, maîtres d'ouvrage, privés et publics, que tout va se passer très bien, qu'ils vont prendre les précautions nécessaires à l'usage pour que le bâtiment soit réalisé dans les normes en question. Voilà, c'est un petit peu ce truc-là. C'est pour ça que l'ordre des architectes a un rôle assez important. Voilà. Oui, avant de passer aux questions, encore juste un petit mot peut-être, vous avez sur la particularité de l'INSA de Strasbourg, puisque vous avez dit que c'était, vous n'étiez pas dans les 20 écoles d'architecture, donc, mais ça forme quand même des architectes, donc voilà, juste un petit mot pour que... Très rapidement, mais globalement, c'est vrai que l'INSA de Strasbourg est un peu particulière, donc elle dépend d'un autre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et non pas du ministère de la Culture, parce qu'elle est issue d'une école qui est née pendant que Strasbourg était allemand. Quand Strasbourg est revenu français, cette école qui était construite comme les Polytechnicum germaniques, suisse ou allemand, est restée dans le giron de l'enseignement supérieur. Donc, ce qui explique un peu cette particularité d'être une école d'architecture au sein d'une école d'ingénieur. Simplement, c'est une particularité, ça, on a un stand, donc je pourrais vous en parler si vous venez sur le stand après, mais la question se pose aussi la question vous allez certainement, un certain nombre vous poser la question sur le lien entre les études d'ingénieur et les études d'architecture, les questions de double cursus. Et donc effectivement, nous avons un cursus qui est un peu particulier, puisque comme on est dans une école d'ingénieur, on recrute
Alors, la différence principale, c'est qu'on est la seule école qui recrute non pas au niveau du bac, mais à bac +1 sur concours, et donc sur concours scientifique maths physique. Donc là, dans notre cas, maths physique est important pour pouvoir rentrer chez nous, même si on a aussi quand même des gens qui arrivent à passer ce concours en ayant fait d'abord l'école Boulle, par exemple, ou en ayant fait un autre parcours, mais s'étant donné les moyens de passer le concours. Et c'est très riche d'avoir justement cette diversité d'origine. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais... Très bien. Voilà. Alors, voilà, ça fait à peu près une demi-heure. Donc maintenant, place aux questions. Les interlocuteurs sont là pour répondre à vos questions précises. Oui, monsieur, d'abord. Le marché d'emploi, est-ce qu'on peut parler un peu de marché? C'est la question. Alors, le marché de l'emploi, ça dépend à quoi on pense. Déjà, il y a ceux qui exercent de façon libérale. Donc, on ne parle pas d'emploi, on parle du marché. Donc, il faut trouver du boulot, quoi. Alors ça dépend des circonstances économiques, évidemment. La santé du pays y est pour beaucoup, évidemment. Dans les périodes de crise, les entreprises d'architecture débauchent un peu, hein, il faut le dire. Ou en tout cas jouent plus près serré, pas de gros investissements dans des trucs merveilleux. Et dans les périodes, disons, j'allais dire, de calme économique, c'est un petit peu vos qualités d'architecte d'une part, vos qualités aussi de savoir convaincre, d'où l'importance du discours et de l'écriture. Il faut savoir écrire et dire des choses qui expliquent bien vos intentions de projet. Et là, vous êtes en concurrence, parce qu'on est en concurrence entre architectes, mais il y a une sorte de lien qui fait qu'on se respecte aussi, c'est un petit peu particulier. Et puis, dans les agences d'architecture, en ce moment, on est dans une phase de crise un peu molle, on ne sait pas très bien ce qui se passe, alors c'est très difficile aujourd'hui de vous dire, au jour d'aujourd'hui. Dans 7 ans, évidemment, je ne sais pas ce qui se passera, c'est-à-dire dans 6-7 ans, quand les jeunes bacheliers de cette année sortiront de leurs études, je suis incapable de vous dire de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ça se passe pas trop mal, mais c'est pas terrible. Voilà. Bon, il y a aussi pas mal d'architectes qui se sont ouverts à l'étranger, au marché international. Les architectes français sont assez bien reçus par leur qualité dans un certain nombre de pays du monde. Et ils arrivent à s'intégrer dans la commande locale aussi, en dehors de l'Europe aussi. Je veux dire, tu disais tout à l'heure que le diplôme européen, enfin les diplômes sont reconnus par l'Europe. C'est pas très simple. On ne s'inscrit pas comme ça architecte en Grande-Bretagne. Il faut passer par des trucs et des machins. C'est la Grande-Bretagne, c'est une île, on sait tous comment ça a toujours fonctionné, mais c'est un petit peu caricatural, mais c'est l'esprit un petit peu de tous les autres pays aussi. C'est pas facile en Allemagne, ailleurs, etc., d'entrer comme ça en arrivant, bonjour, je suis architecte, hop, j'ai un diplôme français, je peux m'inscrire où et construire. C'est pas si simple. Ça reste des démarches administratives un peu compliquées. C'est un problème. Non, c'est un problème. Non, pas du tout. Oui, il faut se faire reconnaître en tant qu'architecte par le pays en question. Donc il faut passer devant les pairs, dire voilà, j'ai fait des trucs, des machins, je fais un tocard. Et est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation d'exercer dans votre pays? Alors on vous met, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un peu compliqué. C'est vraiment de la diplomatie, de la politique, et ça nous dépasse complètement. Voilà. Les différents ordres ou équivalents travaillent à ça. Les architectes qui s'installent dans d'autres pays, c'est souvent parce qu'ils ont eu d'abord une pratique en tant que salarié dans des agences d'architecture dans ce pays. C'est-à-dire qu'on ne sort pas diplômé d'une école française et on va s'installer en Slovénie ou en Estonie. Parce qu'on ne connaît pas les réglementations. On a un métier qui est tellement borné par des réglementations multiples, et c'est vrai dans tous les pays d'Europe, on ne peut pas débarquer dans un pays sans en avoir vécu déjà un certain nombre de choses. Donc, il existe beaucoup d'architectes qui travaillent dans d'autres pays, mais c'est parce que d'abord ils ont eu une pratique au sein d'agences. Je vais juste compléter la réponse à la question par rapport au débouché. Un architecte qui sort d'une école d'architecture, alors effectivement, peut
un grand nombre d'entre eux, à terme, se mettront à leur compte et s'inscriront donc à l'ordre des architectes pour avoir leur agence. Mais le plus gros employeur des architectes dans un premier temps, c'est les agences d'architecture. Un jeune diplômé, il est d'abord salarié d'une agence d'architecture. Et puis, effectivement, il y avait aussi ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est toutes les autres possibilités au sein des services des administrations, les services d'architecture des grandes villes ou des départements. Il y a beaucoup d'architectes qui travaillent comme ça au sein d'organismes publics autour de l'urbanisme ou de la maîtrise d'ouvrage. Bien, oui, madame. Parmi les 22 écoles d'architecture en France, est-ce qu'il y en a qui sont plus particulièrement spécialisées dans une architecture associée à un environnement durable en utilisant le solaire, des matériaux innovatifs? Et la deuxième partie de ma question, comment savoir s'il y a des échanges au cours du cursus possibles avec d'autres écoles d'architecture à l'étranger? Alors la première question, c'est toutes les écoles sont obligées et ont devancé en général l'obligation de le faire, de réfléchir à tout ce qui est le développement durable. C'est d'abord une loi maintenant, ne serait-ce que parce qu'il y a des réglementations thermiques, on est bien obligé de respecter ça. Il y a énormément de travail qui se fait. Plus aucun projet maintenant ne se fait sans réfléchir à cette problématique du développement durable. Mais moi je pensais plutôt aux écoles qui sont spécialement innovatives et qui poussent le domaine de la recherche, qui sont dans un domaine de recherche. Alors oui, il y a des mais là on ne parle pas de l'exercice du métier, là on parle de la recherche. Dans l'enseignement, il n'y a pas d'écoles qui sont plus développement durable que d'autres, à ma connaissance. Il y en a sûrement des sensibilités d'enseignants qui sont depuis très longtemps, je connais quelques-uns, depuis très très longtemps, tout petits déjà, etc. Ils étaient dans le filon, voilà. Ceux-là souvent animent des groupes de recherche plus ou moins associés à des écoles doctorales. Donc il y a effectivement quelques écoles qui développent des choses comme ça, à Lyon probablement, à Grenoble évidemment, à Paris je ne connais pas. Si à Versailles certainement, où ils ont une école précise, mais post-diplôme, au-delà du diplôme. Mais ça fait partie du langage commun, comme à une époque on parlait de briques et de béton. Je veux dire, c'est quelque chose de standardisé, on va dire aujourd'hui. Sur les échanges entre les écoles étrangères, alors il y a toute une politique qui a été voulue par les différents États de l'Europe pour que les étudiants passent au moins un semestre, c'est le système Erasmus, d'échange dans une école étrangère. C'est assez... alors ça se fait plutôt dans le courant de la 4e année, pour que vous ayez un bagage à arriver en formation pure et dure, et que vous parliez un petit peu de choses plus intéressantes avec les enseignants là-bas. Alors vous avez des choses, toute l'Europe, ça c'est sûr. Vous avez même d'autres accords avec les États-Unis, avec la Russie, l'Australie, enfin tout un tas de choses qui sont loin d'être l'Europe et qui alors là c'est plutôt des échanges d'école à école. C'est plus des échanges pas systématiques favorisés par Erasmus. Enfin c'est toujours des échanges d'école à école, mais c'est plus facile dans le cadre d'Erasmus. Mais vous avez, là, je crois que dans notre école, on a une centaine de 100 écoles inscrites en échange. Donc voilà, c'est peut-être même plus, je ne sais pas le chiffre exactement. C'est impressionnant. Là, moi j'enseigne en 5e année, j'ai des étudiants qui rentrent de Venise, des États-Unis, de je sais plus où, voilà, c'est toutes les écoles d'Angleterre. C'est très bien et c'est formidable parce qu'on a des retours aussi assez intéressants parce que finalement les étudiants à un moment donné cherchaient un petit peu la destination au soleil, près des plages, etc. Maintenant ils ont compris quand même que c'était important dans leur cursus d'avoir été dans une école qui leur apporte quelque chose. Ça fait partie de leur curriculum vitae, on va dire. Et ils font attention au choix. Alors, ça se bagarre un peu pour avoir les bonnes écoles. Quand je dis Venise, c'est une très bonne école, hein, c'est pas uniquement pour le tourisme. Et donc, c'est intéressant pour nous-mêmes. On a des retours, c'est un échange qui se passe indirectement à travers les enseignants. Voilà. Il faut qu'effectivement toutes les écoles favorisent énormément les échanges vers l'extérieur, vers l'étranger, ne serait-ce que parce que les études d'architecture nécessitent de se cultiver
et d'aller voir les choses. Donc aller voir comment on fait ailleurs. Et par rapport à ces questions de est-ce qu'une école a telle particularité ou telle autre, justement, le fait d'aller voir, de pouvoir passer un semestre ailleurs, dans un autre pays, ça permet de faire, pour les étudiants, de relativiser les choses et de se construire peut-être plus rapidement. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que, alors nous, au niveau de l'école, on remarque qu'on fait un suivi un peu de nos diplômés après leur parcours. On a un gros tiers de nos étudiants qui, après diplôme, passent au moins 6 mois, travaillent au moins 6 mois, 1 an à l'étranger. Parce qu'ils ont pris le goût, pendant les études, d'aller voir ailleurs. Et je crois que ça fait vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une composante, je crois, des études d'architecture, c'est d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est toutes les écoles le poussent. Merci. Pour être plus basique, je comprends qu'il faut, entre guillemets, des talents assez larges, de la curiosité, etc. Dans la pratique, quand je vous écoute parler du Val de Seine, vous dites on a 4000 dossiers, on va en prendre X. 250. 250. Donc je suppose que vous avez des critères. 60 les grandes années. Je suppose que vous avez des critères de choix. Et je vous dis ça parce que j'ai une enfant qui est en S, qui a un niveau extraordinaire et à qui on dit à l'école, mais t'as pas d'assez bonne note, les écoles d'architecture ne te prendront pas. Tellement il y a de monde, il faut une moyenne de 12-14 normales de physique, sinon tu passes pas. Je repose la question pour ceux du fond qui n'ont pas entendu. Il s'agit des critères, quand même, les critères de choix. Quand on a 4000 dossiers et 250 places, il doit bien y avoir des critères de choix. Et la question, c'était par exemple, est-ce que si on est moyen en terminale S, est-ce qu'on peut avoir une chance voilà. Dès qu'il y a un problème de sélection, si on n'est pas dans les meilleurs, évidemment, on a moins de chance. Bon, sachant que les très bons en S, en général, vont faire les prépas. Qui s'inscrivent parfois en archi en se disant je ne sais pas trop si ça va me plaire, etc. Et que quand même, il y a très peu, d'excellents élèves, on va dire, d'excellents, qui ne tentent pas leur chance dans les grandes écoles en S. On en a quand même qui sont extrêmement motivés. Ceux-là, vous imaginez qu'ils ne laissent pas longtemps devant la porte. Il y a effectivement, on a le livret scolaire, je crois, jusqu'à la première et terminale. Voilà. Donc c'est assez redoutable parce que les appréciations des profs sont parfois toujours un peu cinglantes parfois. Ferait mieux, attentif en cours, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on élimine à cause de ça. En tout cas, dans notre philosophie, évidemment, il y a une sélection, une présélection dans les 4000. Les enseignants ne voient pas les 4000 dossiers. Il y a un certain nombre de matières qui sont un peu sélectionnées. Je crois que dans notre école, je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce que j'ai quitté la sphère de la commission pédagogique. Mais normalement, on vous demande, il y a 3 notes mathématiques, français, je ne sais plus quoi. Voilà. Et un autre truc, voilà. Et une note que vous choisissez, que vous communiquez dans le truc là, voilà. Et une note que vous communiquez vous choisissez, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez, l'anglais, j'imagine, ça n'a pas d'importance. Ça permet un petit peu aux gens qui font le premier tri d'avoir une évaluation de votre cotation. Ensuite, on prend un millier, je crois quand même, et on le reçoit par groupe de 2. On est 200 profs, voilà, ça fait des belles journées. Vous avez le droit à un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais plus. Et puis, on vous questionne, on raconte ce qui vous intéresse. Là, la différence se fait. Si vous êtes dans les mines, nous, on ne sait pas pourquoi vous êtes dans les mines. Voilà. Mais bon, évidemment, je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Alors, il faut peut-être aussi faire autre chose, si on a un peu pas aimé les études du lycée, hein. Aller dans une fac, je ne sais pas trop quoi, et revenir à l'architecture avec un autre discours, un autre dossier, études complémentaires, un post-bac. Ça
transforme obligatoirement votre profil, et donc c'est autre chose. Bonne chance. Monsieur ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution du nombre de professionnels, donc de cabinets d'architectes dans le temps? Et pour être plus précis, est-ce que, bien que ce soit dépendant des conditions économiques, c'est ce jugement, est-ce qu'on peut craindre une saturation du marché avec des architectes trop en nombre par rapport aux besoins du marché, sachant, pas qu'il y ait numéro de clausus, voilà. Il y a très peu, en fait, il y a très peu d'architectes en France. Quand vous en avez 10 000 en France, il y en a 80 000 en Italie. Et pareil, 100 000 en Allemagne. Que le métier d'architecte, curieusement en France, le nombre d'architectes par habitant est l'un des plus faibles d'Europe. C'est une habitude culturelle. J'ai plus en tête le chiffre, mais on est vraiment le pays où il y a le moins d'architectes par rapport au nombre d'habitants. Alors c'est aussi le pays qui a sanctuarisé peut-être le plus l'action de l'architecte dans des domaines très précis de la construction, alors que d'autres pays, effectivement l'Italie ou l'Allemagne, les architectes interviennent dans des domaines qui ne sont pas habituellement des domaines d'intervention en France. Donc ce qui fait que cette question, on a du mal à pouvoir vous répondre, parce qu'effectivement le nombre des agences d'architecture évolue de manière, elle est en croissance, on a des statistiques de l'ordre régulièrement, elle est en croissance régulière, mais c'est pas exponentiel, de loin pas exponentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la moyenne des agences d'architecture, c'est 1,5 personne. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent tout seuls. Et il n'y a que, je crois, les 10%, les 5 premiers pourcents des agences d'architecture qui emploient 80% des architectes. En fait, vous voyez, il y a une courbe, il y a énormément d'architectes qui travaillent seuls, et il y a un petit nombre d'agences, un petit nombre qui va quand même représenter 1 millier, mais qui emploient en gros tous les autres architectes. Oui, pour compléter, il doit y avoir à peine 30 000 architectes en France inscrits à l'ordre. Il doit y en avoir 60 à 70 000 diplômés. Comment on peut expliquer que l'idée qu'on a, quand on n'est pas dans le métier, l'idée qu'on a, c'est que c'est un métier bouché, il y a beaucoup de difficultés quand on est un libéral, à trouver, à vivre. Oui, comment c'est difficile? S'il n'y a pas beaucoup de, par rapport à d'autres pays, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont architectes, comment on peut avoir cette perception? Parce qu'en Italie, par exemple, l'acception du terme dottore et architecte, c'est beaucoup plus large. Ça va du design, que nous appelons design nous en France, à l'urbanisme. Alors, et puis, ils font beaucoup d'aménagements, beaucoup de détails. Toute chose en Italie doit passer par un architecte. Quasiment quand il s'agit de modifier. Voilà. Donc il y a une manière de présenter le marché qui n'est pas la même. En Allemagne, il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'intervention possibles par les architectes, niveau 1, 2, 3, je ne sais pas exactement comment c'est, mais en fait, vous êtes autorisé par les Landes à exercer dans le Land, par exemple, ou bien à exercer jusqu'à un certain niveau de montant de travaux, de responsabilité dans les marchés publics, etc. Pour passer à un autre truc, il faut avoir déjà un certain gain ou être pris, et puis quand vous avez fait une fois, vous pouvez continuer. Il y a une sorte de manière de faire qui est assez structurée, qui est propre à l'Allemagne aussi, et du coup, il y a une bonne répartition, disons, du marché à travers tous les diplômés. En France, il n'y a pas ce genre de choses. Et c'est à la fois bien et pas bien, bien sûr, mais chaque architecte est capable de faire la même chose que l'autre. Et quand on s'installe, évidemment, il y a le talent du commerçant quelque part qui fait partie de la réussite, ou la volonté de réussir, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il suffit d'en vivre de ce métier, c'est pas facile tous les jours. Donc on n'a pas cette manière de faire. En plus, la loi sur l'architecture impose l'architecte uniquement dans la délivrance et la signature du permis de construire. L'ordre des architectes, les institutions et même les ministères donnent des directives pour que les architectes soient missionnés jusqu'à la fin des travaux,
ce qui se fait de plus en plus parce qu'il y a d'autres petites lois pour la signature d'un certain nombre de documents, enfin de chantier, de conformité, etc., qui font que finalement, progressivement, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage préfèrent que la qualité architecturale soit assurée par l'architecte lui-même et non pas par des bureaux d'études, d'ingénieurs, etc., qui prennent les chantiers ensuite, ce qui se fait pas mal dans les grosses opérations. Voilà, tout ça fait que moins de 170 mètres carrés, on peut construire tout seul. Hein, pas besoin d'être architecte, vous pouvez le faire demain. Et puis des tas de petites choses comme ça qui font que il faut jongler dans toutes ces cases et c'est pas aussi ouvert que dans certains autres pays. Donc on est moins nombreux, mais il y a une partie du travail qui est fait par des gens qui ne sont pas architectes. Je pense notamment à tous les gens qui construisent des lotissements, qui sont des entrepreneurs de l'immobilier et qui construisent des pavillons qui ne font pas 170 mètres carrés, 169,5, et ils en construisent des dizaines et des dizaines. Vous voyez les paysages qui environnent tous nos villages et même nos grandes villes. Pareil, un mot de la rémunération. La rémunération? Vous lui donnez peut-être des fourchettes d'un jeune architecte qui travaille dans une agence. Bien entendu, les architectes stars, c'est pas de plafond. Alors, la rémunération, quand on est indépendant, c'est un pourcentage du montant des travaux qui se négocie dans le privé avec beaucoup de difficultés. Voilà, hein, c'est pas facile. C'est un pourcentage qui, s'il est trop bas, ne garantit pas une qualité architecturale parce qu'on n'a pas les moyens de faire les études qu'il faut. Donc ça, c'est une rémunération de l'employeur, on va dire. Hein. Les jeunes qui démarrent sont à des indices 360, je crois, c'est-à-dire, je ne sais plus combien ça fait, 1500, 2000 euros en fait, net. Les agences d'architecture sont organisées avec une convention collective des agences d'architecture qui définit un certain nombre de barèmes. Donc des coefficients qui vont de 200 à 500. Ces coefficients sont définis en fonction du niveau d'études de la personne qui est employée, de ses responsabilités qui sont données au sein de l'agence et de sa capacité à assumer ses... Donc ça, c'est une renégociation normalement qui se fait au sein des agences. Un jeune architecte diplômé, théoriquement, devrait être aux alentours de effectivement 360, 420. Et ça dépend selon les agences, selon le travail qu'on lui donne. Et chaque année, la valeur du point, ce 360, se multiplie par un point qui est négocié par les différents partenaires sociaux des agences d'architecture et qui est actuellement le point. Et selon les régions, il varie parce que c'est indexé sur les régions. Donc je sais qu'en Alsace, actuellement, il est de 7,30. À Paris, il doit être de 7,98. Quelque chose comme ça. Donc vous multipliez voilà, à 400 par, on va dire 400 par 8, vous arriverez à 3200 brut. Voilà. Mais vous n'avez pas, un jeune diplômé n'a pas 3200 brut aujourd'hui. Bah, il est plutôt un jeune diplômé, oui, va sortir plutôt aux ordres de 2500, 2600. Il y a un accord quand même pour la HMO, la fameuse HMO qui est un critère. Hein, c'est que le contrat doit être signé tripartite, c'est-à-dire entre l'employeur qui est maître de stage, entre l'école qui garantit quand même le cursus de cours qu'il y aura, etc., et l'étudiant, qui n'est plus étudiant d'ailleurs. Et donc je crois que c'est là aussi l'indice 360 qui est imposé. Hein. Bon, évidemment, en période de crise, tout se négocie, voilà. Mais par contre, quand vous êtes talentueux, on ne vous laisse pas partir quand même. Hein. Donc, c'est le moment de négocier des augmentations, voilà. Bon, ça, c'est la loi de toute carrière. Hein. C'est un diplôme de niveau 1 de fait. Voilà, pas de discussion là-dessus. Voilà. Oui, madame. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de rentrer dans les écoles après un passage par la fac, par exemple. Quelles sont les filières Il n'y a aucune passerelle. Non. Ah oui, des recommandations qu'on pourrait faire pour passer un an ou deux habile, voilà, d'accord. Bah, écoutez, évidemment, vous pouvez aller faire des maths,
mais bon, c'est pas peut-être ce qui vous apportera, quoique la logique est quelque chose d'extrêmement important. Mais bon, évidemment, un peu de culture, des langues, de l'histoire de l'art, faites les beaux-arts si vous pouvez, je ne sais pas moi. Il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a des filières dans les universités, dans certaines écoles qui sont proches culturellement, essentiellement, évidemment, hein, pas professionnellement, de l'architecture. Et c'est des choses comme ça qu'il faut aller chercher, hein, beaucoup plus que les écoles techniques, enfin, quoique. Enfin, comme je vous disais, c'est l'appréciation entre votre formation que vous allez faire ailleurs et la motivation que vous allez présenter. Voilà, il y a un tout qui se fait, il y a un individu qui se fabrique et on va le prendre parce qu'on pense qu'il est cohérent par rapport à... C'est dans le cas, par exemple, vous avez été dans plusieurs écoles, vous êtes refusé. Non, si vous n'avez pas... Oui, tout à fait, j'avais bien compris. Voilà, peut-être quand on a... Il faut aller... Oui, je pense qu'il faut aller dans une école, dans des universités qui vous forment. Une formation au droit, c'est pas idiot. Enfin, vous voyez, c'est difficile de répondre à ça parce que... une formation au droit, on est des juristes malgré nous, même je crois que c'est plus ou moins reconnu. L'exercice à titre, l'exercice du droit à titre accessoire, ça s'appelle. Voilà, donc c'est pas idiot d'aller faire du droit, mais bon, évidemment, les enseignants en architecture vont être plus sensibles à quelqu'un qui aura travaillé dans une agence, qui aura fait des stages, qui en aura profité pour faire des cours d'ingénieur ou de je sais pas quoi, ou de première année de techno, quelque part, ou des cours d'histoire de l'art et de l'architecture. Voilà, dans des cours de théorie de l'architecture, il y en a un, je sais plus où, là. Voilà, bon, enfin, voilà, quelque chose qui montre que vous ne voulez pas perdre de temps, vous êtes dans le truc. Voilà. Je pense que par rapport au... Ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que chaque école a mis en place ces systèmes de recrutement qui sont spécifiques par école. Donc ça, c'est la grosse difficulté et je pense que c'est un peu difficile pour vous d'arriver à savoir comment chaque école évalue quels sont les critères, mais je pense qu'il faut effectivement essayer de s'enseigner auprès de l'école, école par école, la façon dont se fait le recrutement, parce que, surtout dans le cas de l'exemple que vous posez, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas pris première année, qui peut retenter une deuxième année, et qui va faire un parcours d'une année pour mûrir et puis pour présenter une deuxième fois, là il vaut mieux viser à ce moment-là d'aller candidater auprès d'écoles où l'entretien va être important, parce que si vous avez mûri une année, c'est quelque chose de riche. Et donc à ce moment-là, il faut viser plutôt des écoles qui vont privilégier la question de l'entretien et plutôt qu'un résultat, je dirais, plus mathématique d'examen. En complément, vous avez des journées portes ouvertes. Oui. Pendant ces journées portes ouvertes, en général, les groupes d'enseignement des écoles, les étudiants notamment, vous accueillent. Donc c'est un moment assez important aussi pour d'abord sentir l'atmosphère de l'école, là, voir un peu ce qui se fait, par les petites expositions de projets de première année, essentiellement, des diplômes de temps en temps, et de discuter avec des étudiants et des enseignants qui vous accueillent. Ça vous donnera, voilà, vous ferez une petite opinion déjà. Allez-y aussi parce que c'est parfois des questions qu'on vous demande. Si vous êtes venu à la visite de l'école, ça peut arriver. Voilà. Vous parlez de mode de sélection et de mode de recrutement, donc chaque école est structurée. Vous faisiez référence au mode de scène, donc le comité pédagogique. À un moment ou un autre, au-delà des portes ouvertes, est-ce qu'il y a à un moment ou un autre, on peut contacter des comités pédagogiques ou une structure? Ah non, c'est une institution complètement interne, une commission qui décide de tout. Dans le management administratif du Val de Seine, est-ce qu'à un moment ou un autre, au même titre que dans les lycées aujourd'hui, il y a des BDI et autres, est-ce qu'on a accès? Oui, vous pouvez toujours téléphoner à une école, il y a 2 ou 3 personnes de l'administration qui sont spécialisées pour vous renseigner. Oui, comment ça se passe, etc. Oui, Alain. En fait, de plus en plus dans le monde, on l'a décrit, hein, le monde de l'architecture est complexe, hein, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées. Et il y a eu un glissement après à l'après-guerre jusque dans les milieu des années 70, où petit à petit, il y a eu une sorte de séparation de plus en plus grande de l'aspect technique, ingénierie, de l'architecture.
finalement les architectes faisaient, et puis les bureaux d'études avaient pris l'habitude de corriger. On faisait de la correction acoustique, de la correction thermique, des choses comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte que, et toutes les questions sur justement le développement durable, les lois Grenelle, Grenelle sur l'environnement, remettent vraiment au cœur du débat l'architecture et nécessitent qu'il y ait vraiment une cohésion dès le départ dans la conception des bâtiments entre la pensée architecturale et les compétences techniques et ingénierie qui sont liées. Donc ce qui fait que indirectement cette évolution-là fait que de plus en plus les écoles d'architecture se rapprochent d'écoles d'ingénieurs et des écoles d'ingénieurs se rapprochent des écoles d'architecture pour essayer de mettre en place des passerelles qui permettent à des étudiants de suivre d'abord par exemple des études d'ingénieurs, puis en parallèle de leurs études d'ingénieurs suivre des cours en école d'architecture pour pouvoir ensuite suivre des cours en école d'architecture, et l'inverse. Alors l'inverse est un peu plus difficile des étudiants en école d'architecture qui ensuite vont suivre en école d'ingénieur. Ça, c'est des parcours qui sont un petit peu plus difficiles. Alors il existe des parcours vraiment qui ont été institutionnalisés. Il y a la Villette qui a avec je vais dire une bêtise, le STP, un parcours commun en 7 ans pour pouvoir former des gens qui seront ingénieurs et architectes. L'école de Nantes, d'architecture de Nantes avec Centrale Nantes a aussi un parcours du même type. En gros, toutes les écoles d'architecture sont en train de mettre en place ce partenariat. Alors nous, à l'INSA, maintenant je vais faire une parenthèse de publicité, nous à l'INSA de Strasbourg, effectivement, comme on a une formation d'ingénieur, on a des formations d'ingénieur génie civil, des formations d'ingénieur génie climatique, énergétique, donc pour vraiment toutes les questions d'environnement, et puis d'études d'architecture, on a en interne la possibilité de faire ce double cursus qui permettent aux étudiants architectes d'avoir aussi un diplôme d'ingénieur, et des étudiants ingénieurs d'avoir aussi un diplôme d'architecte. Et ce qu'on met en place maintenant pour la rentrée qui rentre, pour tous les jeunes qui vont rentrer à partir de maintenant, c'est que même s'ils, au bout du compte, ne suivent pas un parcours où ils auront les 2 diplômes, on fait en sorte que tous les architectes ont, à la fin de leur 3e année d'études, un diplôme de niveau licence d'ingénierie. Et un certain nombre d'ingénieurs suivront aussi ce parcours-là, seront ingénieurs à la fin du parcours et auront en cours de route un diplôme intermédiaire d'études en architecture qui leur permettent. L'idée, c'est que en fait, dans la maîtrise d'œuvre, qui est donc le moment où on conçoit c'est l'acte de concevoir les bâtiments, si on peut avoir de plus en plus de professionnels qui savent se parler parce qu'ils se connaissent, ils connaissent leur façon de penser, on aura tout gagné. Donc c'est dans ce mouvement-là que se développent de plus en plus ces histoires de double cursus. Par contre, la course absolue à avoir 2 diplômes, c'est pas forcément nécessaire. À un moment donné, on exerce pleinement son métier d'architecte, pleinement son métier d'ingénieur. Donc nous, on estime à l'INSA que c'est intéressant d'avoir une culture de l'autre, mais pas forcément avoir les 2 diplômes. Voilà. Il y a une prédominance de l'un ou de l'autre. Dans d'autres cas, c'est une prédominance de l'un ou de l'autre à un moment donné. Je voudrais juste compléter cette réponse avant les dernières questions. C'est une manière de voir l'exercice du métier que de se concentrer sur l'ingénierie de la construction. Il y a une part de l'enseignement de l'architecture qui s'adresse directement à la poésie. Et vous avez le droit aussi, là, de développer des diplômes et des formations de philosophie, de paysage, de la ville, etc. Et il y en a beaucoup qui le font. Hein. La manière de construire est extrêmement importante, ça c'est évident. Mais être ingénieur, c'est un métier en soi, avec des responsabilités complètement différentes d'ailleurs. Et être architecte, c'est un autre métier en soi. Il y avait avec moi, il y a quelques années, un ami qui était ingénieur de l'ESTP et architecte, qui disait que sa formation d'ingénieur, il n'avait pas le temps de la mettre en œuvre dans son propre exercice du métier. Il faisait de l'architecture et puis voilà. Et il était talentueux, il était bien Médicis, donc c'est pas... Existe-t-il une publication qui permet de comprendre quelles sont les différentes
formations proposées par chacune des écoles. C'est sur les sites des écoles. Il n'y a pas de il compilation. doit y avoir, alors là, excusez-moi, je ne suis pas dans les sphères administratives de notre ministère, ça doit exister sûrement. Mais chaque école a un site qui se présente, l'intention, le programme, le calendrier, les profs, tout ce que vous voulez savoir sur l'école, vous le savez, même le BDE, etc. Donc normalement, si vous naviguez un peu sur les sites, vous aurez déjà une bonne opinion. Mais je pense que sur le site du ministère de la Culture, vous devez trouver effectivement, il doit y avoir effectivement une récapitulation de toutes les écoles et tous les masters un peu spécialisés qui seront donnés école par école. Voilà. Alors ça, c'est pour les 20 écoles du ministère de la Culture. Nous il faudra regarder chez nous, parce qu'on est à part, et l'école spéciale d'architecture, il faut les contacter directement. Le STP a un peu le même cursus, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, avec la Villette. Oui. Là c'est pas bac plus 2, c'est bac plus 2. Et dans les 3 années d'ingénieur, on a la possibilité de s'inscrire à la Villette pour avoir aussi un diplôme d'architecture. Alors, ça a toujours été. Ça a toujours été. De tout temps, les ingénieurs ont une sorte d'équivalence en 2e année, 2e, 3e année, ça dépend un petit peu pour rentrer dans une école d'architecture sans concours, s'ils le veulent. Non, par contre, la Villette et le STP ont mis en place maintenant depuis 4 ans un parcours dès le bac où on rentre pour un parcours de 7 ans commun ESTP et la Villette. Ça n'a rien à voir avec les concours, parce que le STP c'est du concours. Oui, mais là c'est vraiment quelque chose qui a un parcours en 7 ans qui démarre, vous rentrez, vous partez pour 7 ans à cheval sur les 2 écoles. Alors là, il faudra aller voir le STP. Certainement, il y a des passerelles possibles. Comme je vous dis, à chaque fois que vous avez une école d'architecture dans une ville, vous pouvez être sûr qu'il y a une école d'ingénieurs qui a un partenariat avec cette école d'architecture. Je sais que l'INSA de Toulouse avec l'école d'architecture de Toulouse, l'INSA de Lyon avec l'école d'architecture de Lyon, Centrale Nantes avec Nantes, qui ont des partenariats pour permettre justement ce genre de parcours. Mais là, il faut regarder école par école. Hein, et à l'INSA, donc les gens qui en fait première année, ils s'adressent à qui? À des gens qui sont déjà à l'INSA ou à des... Non, le concours il est national. Il est national, donc c'est un concours. Le concours pour le rentrer en architecture à l'INSA de Strasbourg, c'est un concours national qui est ouvert à tout le monde, justifiant d'un bac plus 1. Donc ce bac plus 1, dans notre cas, il vaut mieux quand même être plutôt maths physique qu'autre chose, mais on a quand même des étudiants qui ont un autre parcours qui arrivent à ce concours, et il est national. Donc pas plus, un étudiant qui était en première année de l'INSA de Strasbourg devra passer le concours aussi. Il n'a pas plus de chances de le réussir que quelqu'un qui est en classe préparatoire à Limoges ou à Lille. Et on a ce qui, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça nous amène à un groupe d'étudiants qui est vraiment en recrutement national et qui a même une grande diversité régionale et culturelle. Donc. Voilà, allez, une dernière question. À propos des INSA, lorsqu'on fait des études d'ingénieur et qu'on cherche le double diplôme architecte, plutôt ingénieur-architecte, est-ce qu'on est obligé de passer par génie civil ou tout le monde peut passer par le concours? Alors, bon, c'est... En gros, c'est soit vous êtes à Strasbourg, et à Strasbourg, là où on a des études d'architecte au sein de l'école, là où on a 2 spécialités partenaires qui sont le génie civil et le génie climatique. Si vous êtes à l'INSA de Lyon, là c'est un partenariat de génie civil avec l'école d'architecture de Lyon. Si vous êtes à Toulouse, c'est le génie civil avec l'école d'architecture de Toulouse. Dans le sens inverse, c'est plus difficile, c'est plus délicat de passer de l'école d'architecture de Lyon par exemple au diplôme INSA de Lyon. Il n'y a qu'à Strasbourg où on a la possibilité de faire vraiment dans les 2 sens très facilement, parce que les étudiants qui sont rentrés en architecture à l'INSA de Strasbourg ont d'abord fait l'équivalent du Matsup, donc ils rentrent très facilement dans les spécialités ingénieurs en fin de parcours, parce qu'ils ont un niveau scientifique qui est cohérent. Et c'est bon, là on rentre dans des choses très particulières. Je suis dans le sens INSA cet après-midi, donc vous pouvez venir m'en parler. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté, et puis je crois qu'on peut remercier nos 2 architectes pour leur précision. Et bonne chance à tous les jeunes pour la suite.